Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va enfiler nos tabliers de laboratant pour se transformer en chef cuisinier. Mais attention, des chefs pour les plantes. Et oui, vous avez bien entendu. Préparer un milieu de culture pour une plante, c'est un peu comme de la haute gastronomie, mais version végétale. Voilà la question de départ, le défi fondamental. Imaginez un peu, on a un minuscule fragment de plante, ce qu'on appelle un explant. Et à partir de ça, on doit lui préparer un plat complet. Un plat qui soit à la fois nutritif et bien structuré pour qu'il puisse se développer et devenir une plante entière. Alors quelle est cette fameuse recette secrète? Allez, on se lance dans cette exploration culinaire. Bon, comme pour n'importe quel bon plat, tout commence par une base solide, des fondations. Pour notre milieu de culture, c'est exactement la même chose. Il y a des ingrédients absolument essentiels. Et voici les 3 piliers sur lesquels tout va reposer. D'abord, de l'eau et des sels minéraux pour l'hydratation et tous les nutriments de base. Ensuite, de la gélose pour donner une structure, un support physique. Et enfin, une source d'énergie, du sucre. C'est vraiment notre sainte trinité de départ. L'analogie avec le bouillon, je la trouve parfaite. L'eau, c'est le solvant, bien sûr, mais ce sont les sels minéraux qui font tout le travail. On a un mélange ultra précis de macroéléments, comme l'azote ou le potassium, et de microéléments, comme le fer ou le zinc. C'est ce qui apporte toute la richesse nutritive. C'est en quelque sorte la soupe primordiale de la plante. Et pour arriver à cette précision, les scientifiques ont une super astuce de chef, les solutions mères. Certains ingrédients, comme les vitamines par exemple, sont nécessaires en quantité tellement minuscule que c'est juste impossible de les peser précisément. Du coup, on crée des solutions très concentrées, ces fameuses solutions mères, et ensuite on n'a plus qu'à en ajouter quelques gouttes. C'est de la précision d'orfèvre. Plutôt malin. Passons à la texture. Pour que notre petit bout de plante ne se noie pas, il lui faut un support solide. Et c'est là qu'intervient la gélose, aussi appelée agar-agar, qui est extraite d'algues. On la dissout à 100 degrés Celsius, c'est ça la cuisson du milieu, et en refroidissant, hop, elle forme un gel. C'est sur ce petit lit douillet que la plante va pouvoir grandir tranquillement. Ok, maintenant qu'on a la base, on passe aux ingrédients qui ne nourrissent pas directement, mais qui donnent des ordres. Les hormones de croissance, ou phytohormones, ce sont les instructions secrètes de notre recette. Elles disent à la plante exactement quoi faire. Fais des racines, fais des tiges, divise tes cellules. Et au cœur de ces instructions, il y a un grand duel, un véritable bras de fer biochimique entre deux camps, les auxines et les cytokinines. Pour faire simple, un excès d'auxine va pousser la plante à faire des racines. Au contraire, un excès de cytokinine va plutôt stimuler la production de bourgeons et de tiges. Tout l'art du cuisinier de laboratoire, c'est de trouver le bon équilibre, le juste dosage pour obtenir pile le résultat qu'on veut. Et dans la famille des auxines, il y a plusieurs profils. L'AIA, par exemple, est naturelle mais pas très stable. L'AIB, elle, est parfaite pour un enracinement en douceur. On a aussi l'ANA, qui est synthétique, très stable. Une auxine plutôt forte pour bien démarrer les racines. Et puis, il y a le 2,4D, une auxine tellement puissante qu'on l'utilise aussi comme herbicide. Au labo, on s'en sert surtout pour provoquer une division cellulaire complètement anarchique et créer ce qu'on appelle un CAL. C'est une masse de cellules qui ne sont pas encore différenciées. De l'autre côté du ring, on trouve les cytokinines. Elles, ce sont les architectes du développement aérien. Leur boulot, c'est d'ordonner aux cellules de se diviser, de réveiller les bourgeons qui dorment sur les côtés de la tige et même de garder les feuilles bien vertes en aidant au renouvellement de la chlorophylle. La BAP, qui est synthétique et pas très chère, est vraiment l'une des plus utilisées. Il y a un troisième joueur important dans cette équipe, les gibérellines, et en particulier la GA3. Son rôle à elle, faire grandir les choses en longueur. On l'utilise pour allonger les tiges entre les feuilles ou pour réveiller des graines qui seraient un peu paresseuses. En gros, c'est l'hormone de l'étirement. Alors, récapitulons. On a les nutriments, la structure, les instructions, mais il manque quelque chose de crucial, non? Le carburant. Parce qu'une plante, même en labo, elle a besoin d'énergie pour suivre toutes ces instructions. Et ce carburant, c'est tout simplement du sucre, du saccharose, pour être précis. La dose standard, c'est généralement autour de 30 grammes par litre de milieu de culture. C'est la bonne dose de carburant pour que la machine se mette en route. Mais on peut se demander pourquoi ajouter du sucre alors qu'une plante, normalement, fait de la photosynthèse. Eh bien, c'est parce que dans un bocal ou une boîte de pétri, la concentration en CO2 est très, très faible. Du coup, la photosynthèse tourne au ralenti. La plante est donc incapable de produire assez d'énergie pour survivre et grandir. C'est un point crucial. On est obligé de lui fournir cette énergie directement, comme si on la nourrissait à la petite cuillère. On a presque fini notre recette. Il nous reste juste un dernier ingrédient, une sorte de touche finale du chef qu'on utilise dans des cas bien spécifiques pour vraiment parfaire le plat, le charbon activé. Le charbon activé, il a un double jeu assez fascinant. D'un côté, il a un rôle de détoxifiant.
Quand on coupe une plante, surtout une plante ligneuse, elle peut libérer des composés toxiques, des phénols, qui vont noircir le milieu et l'empoisonner. Le charbon, lui, absorbe toutes ces toxines. Et de l'autre côté, il crée une ambiance. En rendant le milieu tout noir, opaque, il limite les conditions du sol. Et ça encourage très fortement les racines à se développer. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette session de cuisine végétale? D'abord, qu'un milieu de culture, c'est un équilibre super délicat entre les éléments de base. Ensuite, que les hormones, ce n'est pas de la nourriture, ce sont des signaux, des ordres. Le fameux ratio entre auxine et cytokinine, c'est la clé qui va déterminer la forme de la plante. Et enfin, le plus important, il n'y a pas de recette universelle. Chaque espèce, et parfois même chaque variété au sein d'une espèce, a ses propres besoins et exige une recette sur mesure. Et ça nous amène à une dernière question. Si la culture in vitro est une forme de cuisine et que chaque plante a ses propres goûts, ses propres exigences, alors combien de recettes secrètes, combien de combinaisons d'ingrédients incroyables nous reste-t-il encore à découvrir pour débloquer tout le potentiel du monde végétal? On a l'impression que la cuisine ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.